tous et bienvenue à cette première édition du Sectigo Identity First Security Summit. Aujourd'hui, on va découvrir ensemble ce que sont les Threat Deceptions et comment ils vous permettent de détecter et d'analyser des attaques qui auraient lieu à l'encontre de vos systèmes d'information. Alors, commençons tout de suite par introduire ce qu'est le CSIRT Sectigo, donc CSIRT pour Computer Security Incident Response Team. Alors on peut commencer tout de suite par une petite présentation. Donc je suis Alexandre Thiroux, j'ai rejoint Sectigo en 2017 et je suis aujourd'hui le manager de l'équipe réponse à incident, donc CSIRT Sectigo, et également ingénieur en cybersécurité. Donc je travaille à Lille pour le bureau français. Et comme vous pouvez le lire, je suis passionné par tout ce qui est analyse de malware, mais également tout ce qui touche de près ou de loin aux objets connectés. Parlons maintenant de l'équipe CSIRT, donc une équipe qui est aujourd'hui composée de 5 ingénieurs en cybersécurité, avec des profils variés comme des experts forensics, des experts en analyse de malware, ou encore des gestionnaires de réponse à incidents. La plupart des membres de l'équipe sont passés par le poste de pentester. Donc un pentester, c'est un attaquant éthique qui découvre des failles de cybersécurité. Et ça permet donc à l'équipe d'avoir un point de vue un peu orienté offensif et de mieux comprendre lorsqu'il y a eu un incident, les stratégies qui ont été employées par l'attaquant. Donc ces ingénieurs ont plusieurs certifications qui proviennent du SANS et de l'Offensive Security. Donc on a pu parler de réponse à incident, mais qu'est-ce que c'est que la réponse à incident? On va voir ça. La réponse à incident, comme son nom l'indique, ça intervient après ou durant un incident de cybersécurité. Donc un incident, ça peut être par exemple une attaque ou bien un malware qui serait en train d'être déployé sur vos systèmes. Et donc le but d'une réponse, c'est d'apporter de manière structurée une solution à cet incident et donc de s'assurer qu'à l'issue de cela, l'attaquant ou le malware soit dans l'impossibilité d'accéder à vos systèmes. On assure complètement le retour en fait à la situation d'origine, à la situation normale en fait. Et donc pour cela, chez Sectigo, on s'est inspiré de la méthodologie du SANS Institute, donc une méthodologie de réponse incident en 7 étapes qui va permettre d'apporter donc une approche structurée en fait de la réponse à incident. Donc nous, on a une phase de préparation où on va s'assurer de bien comprendre notre client, donc on va étudier ses systèmes, on va s'assurer que si on a besoin d'intervenir, l'ensemble des données soit accessible, qu'il y ait par exemple des politiques de journalisation en place, etc. Donc on a vraiment une phase de préparation. On a donc ensuite la phase avec l'icône log, ça va être simplement la situation normale, où donc on a du monitoring, tout va bien chez le client. Et donc un jour il y a un incident, et on va pouvoir commencer la réponse, qui commence à la phase d'identification, et qui va permettre de comprendre l'incident dans un premier temps, mais aussi de déterminer son périmètre, mais également son impact, que ce soit sur les systèmes, mais aussi sur les données qui ont pu être impactées par l'attaque. Donc voilà, on a cette phase d'identification, puis une fois qu'on a compris à quoi on faisait face, on passe à la phase de confinement, qui va permettre de bloquer l'attaquant ou bloquer la menace à juste une zone qu'on maîtrise et qu'on connaît. Donc voilà, on s'assure que si jamais une zone a été touchée, les autres zones ne seront pas touchées. Puis vient la phase d'éradication, où on va s'assurer qu'on retire, par exemple dans le cas d'un malware, qu'on retire ce malware et qu'on s'assure qu'il n'y ait plus possibilité pour celui-ci de se dupliquer ailleurs. Donc vraiment, on empêche toutes ces choses-là. Et si jamais on a besoin, on a la phase de récupération. Donc la phase de récupération va permettre de remonter des systèmes, donc repartir de zéro par exemple sur des systèmes sains ou récupérer des sauvegardes pour les remettre en place. Donc on a cette phase de retour à la normale en fait. Et à la suite de cela, donc quand l'incident est clos, on va avoir un retour d'expérience qui va permettre de revenir sur l'incident, de comprendre par où les attaquants ont pu passer, comprendre plutôt vérifier que ces chemins d'accès ne sont plus possibles, voir les cheminements, voir ce qui a pu être plus compliqué pendant cette réponse à incident, et en fait ça va permettre d'améliorer la préparation dans l'éventualité d'une autre attaque.
Aujourd'hui, on va s'intéresser aux threat deceptions qui vont permettre de pouvoir détecter plus facilement des menaces. Donc, ces threat deceptions pourront être mis en place pendant la phase de préparation, par exemple. Et donc, ouais, ils vont permettre de détecter des menaces et des attaques qui pourraient avoir lieu sur vos systèmes. Alors, on va commencer par voir ensemble ce qu'est une menace. Donc, une menace, ça peut prendre plusieurs formes. Ici, on va s'intéresser seulement sur 3 d'entre elles. Donc, la première forme qu'on va aborder sera le vol identifiant. Donc, le vol identifiant, ça peut par exemple survenir à la suite d'un phishing, dans lequel certains de vos utilisateurs ont envoyé leur mot de passe et leur nom d'utilisateur. Donc voilà, c'est un exemple. On a le déplacement latéral, dans lequel on a un attaquant qui est donc déjà sur votre réseau, ou par exemple un de vos utilisateurs, et cet utilisateur ou cet attaquant va décider de passer vers un autre réseau auquel il n'a normalement pas d'accès. Par exemple, un attaquant qui est dans le réseau employé n'est pas censé être dans le réseau administrateur. Et donc voilà, ça s'appelle le déplacement latéral. C'est un type de menace. On a aussi l'accès non autorisé aux données, donc on a par exemple des données sensibles, comme des données financières, etc. Donc on a un attaquant qui va être intéressé par cela, et on peut, du coup ça implique une menace sur ces données, donc des données qui pourront peut-être être exfiltrées, etc. Voilà, ça c'est une menace à laquelle on va s'intéresser aujourd'hui. Alors maintenant, on va voir ce que sont les threat deceptions. Donc dans threat deception, il y a 2 mots, threat donc menace en français, qui est un signe, un indice qui laisse prévoir quelque chose de dangereux ou de nuisible, et on a deception, qui est la notion de cacher la vérité. Donc qu'est-ce que c'est en fait? Donc un threat deception, globalement, ça va être un système qui va faire croire à l'attaquant qu'il interagit avec votre réseau, alors qu'en fait, c'est quelque chose que vous avez mis en place et qui va simplement permettre de loguer et de détecter cette activité. Donc, c'est quelque chose qu'on met en place dans la phase de préparation et qui va permettre du coup de détecter des attaques plus facilement. Les threat deception sont-elles faites pour mon entreprise? Est-ce que mon entreprise elle est assez mature pour accueillir ce type de système? On va répondre à ça en plusieurs points. Pour commencer, ce sont des systèmes qui sont peu coûteux et qui sont relativement faciles à déployer, parce qu'ils reposent en grande partie sur des technologies open source qui sont largement documentées sur Internet. Ça va permettre de détecter de manière passive des menaces ou des attaques qui seraient en cours sur le système, et donc ça ne va pas requérir d'intervention humaine. Ça pourra aider également le chef de projet de réponse à incident, ou simplement vos équipes informatiques à déterminer les intentions ou les stratégies des attaquants. Et enfin, ça va permettre à vos équipes de recevoir des menaces, des alertes en temps réel sur ce qu'il se passe sur vos systèmes. Donc on n'attendra pas un rapport au bout d'une certaine période, on aura vraiment des indications sur ces menaces qui sont en cours en temps réel. Voilà, c'est des systèmes qui sont... Ces threat deception, ça peut être vraiment intégré très facilement à vos systèmes d'information. On va maintenant s'intéresser au type de threat deceptions qui permettent de détecter le vol d'identifiant, le déplacement latéral et l'accès à des données sensibles. Donc nous on a 4 types. Donc les 4 types sont les honeypots, les leurres d'identité, les leurres de compte utilisateur et enfin les leurres de fichiers. Alors on va commencer par voir ensemble ce qu'est un honeypot. Donc un honeypot, ça va être un système qui fera partie d'un réseau et qui va permettre de détecter des attaques et notamment aussi de les étudier. Donc c'est un système qu'on va pouvoir monitorer très facilement. Par exemple, si c'est un système Windows, par exemple, imaginons qu'on a simplement mis une machine virtuelle avec Windows, eh bien chaque interaction avec cette machine-là sera considérée comme suspecte et sera enregistrée pour mieux comprendre ce que l'attaquant est en train de faire dans le réseau. Donc le déploiement peut être un peu plus compliqué, mais ça reste tout à fait envisageable. Grâce à ces honeypots, on va pouvoir détecter tout ce qui est vol d'identifiants, mais également déplacement latéral. Donc les déplacements latéraux, par exemple, si on met un honeypot dans un réseau employé, un honeypot dans un réseau d'administration, toute communication d'un employé avec cet honeypot du réseau d'administration sera considérée comme suspecte, car les employés n'ont pas à aller dans le réseau d'administration normalement. Voilà, toute interaction sera suspecte.
Donc on a plusieurs avantages, on a des systèmes qui sont entièrement configurables et entièrement contrôlables. Un honeypot pourrait être également un système Linux, un système conçu pour cela, qui détecte seulement certains types d'attaques. Donc on a vraiment tout un arsenal à notre disposition. Et donc c'est quelque chose d'assez maniable. Et on va pouvoir l'utiliser pour comprendre les attaques, donc ça c'est un avantage aussi. Imaginons qu'on a un attaquant qui déploie un malware, donc qui se connecte, ou il déploie ce malware dans notre honeypot Windows, par exemple. Eh bien, on va pouvoir voir les interactions que ce malware a avec l'extérieur ou a avec son environnement. Et on a plusieurs inconvénients, enfin notamment un ici. L'attaquant, une fois connecté à ce honeypot, il peut se rendre compte que c'est pas une vraie machine, notamment parce que si c'est un système de fichiers, un mesh virtuel, il pourra se rendre compte via divers moyens qu'il se trouve dans une machine virtuelle, mais également le but est un peu d'isoler ces honeypots du réseau, donc on sait qu'ils sont dans un réseau, mais on isole leur communication. Eh bien, l'attaquant pourrait se rendre compte qu'il n'a pas accès à la totalité du réseau, et du coup découvrir qu'il est dans un honeypot. Donc voilà pour les honeypots. Alors à propos du lore d'identité, ça va être un compte qui va être créé sur un de vos services ou une de vos applications et qui va être non officiel, donc qui n'aura aucun but légitime hormis de découvrir des interactions suspectes. Donc en fait ce compte il sera connu de personne et s'il y a une interaction avec celui-ci, ça sera forcément quelque chose qui doit être considéré comme suspect. Donc c'est quelque chose qui va être plutôt simple à monitorer si vous avez la possibilité de mettre en place la journalisation dans vos applications. Et ça va être quelque chose aussi de simple à déployer puisqu'il suffit simplement de créer un compte. Donc avec ça, qu'est-ce qu'on va détecter? On va pouvoir détecter le vol identifiant. Donc si quelqu'un se connecte avec ce compte, c'est principalement parce que les identifiants ont fuité quelque part. Donc il y a eu un vol ou bien une corruption de compte. Voilà, donc c'est l'idée, ça permet de détecter des vols d'identifiants. Mais ça permet aussi de détecter du déplacement latéral, puisque certains services, par exemple, ne peuvent être accessibles que pour vos administrateurs. Et donc, s'il y a une interaction avec un compte, un de ces leurs d'identité dans vos services administrateurs, ça pourrait signifier que ce compte a été compromis et qu'un attaquant se promène dans votre réseau. Au niveau des avantages, c'est quelque chose qui va être assez difficile à repérer. Donc si vous suivez simplement votre convention de nommage standard de compte, donc en ayant un compte qui n'attire pas particulièrement l'attention, bien l'attaquant ne pourra pas le savoir et va s'y connecter. Donc c'est un avantage. Et en termes d'inconvénients, ça peut nécessiter donc de modifier les paramètres de l'application ou de mettre en place certaines configurations spécifiques pour permettre de récupérer des journaux d'événements. Le lore d'utilisateur, ça va être un compte qui va être rattaché à l'Active Directory, et contrairement aux autres comptes, celui-ci n'aura aucun but légitime, hormis celui d'être monitoré. Donc toute interaction qui aura lieu avec ce compte sera considérée comme suspecte. Ça va être un compte, un système qui va être très facile à monitorer. On aura des outils Windows qui permettent de le faire par exemple, mais aussi à déployer vu qu'il suffit simplement d'aller créer un compte dans l'Active Directory. Grâce à ça, on va pouvoir détecter l'ensemble des menaces dont on a évoqué précédemment. Donc on va pouvoir détecter le vol identifiant. Si le compte est compromis, quelqu'un pourra l'utiliser, donc on saura que des comptes ont été compromis. On va pouvoir détecter le déplacement latéral. Ce compte peut être utilisé un peu partout dans le réseau, mais on peut le détecter donc si jamais il accède à un réseau auquel il n'est pas censé avoir accès, par exemple le réseau d'administration. Et enfin, on pourra aussi détecter l'accès des données sensibles, en faisant en sorte que ce compte ait accès à certaines données et en monitorant l'accès à ces fichiers. On verra notamment ça avec l'heure de fichiers juste après. En termes d'avantages, ça va être facile à contrôler, c'est simplement un compte, donc on a la main dessus, on va pouvoir le désactiver au besoin, le contrôler facilement. Et il peut être déployé dans une variété d'environnements, parce qu'on peut le déployer dans un AD classique, un environnement AD classique, et on peut aussi le déployer dans un environnement, par exemple Azure, etc. En termes d'inconvénients, il va devoir être attaché à un véritable Active Directory, mais c'est pas un inconvénient majeur. Alors, j'ai brièvement évoqué le lore de fichier dans la slide précédente, on va voir ensemble maintenant ce que c'est. Donc un lore de fichier, comme son nom l'indique, ça va être quelque chose qui est
un fichier, mais qui n'a aucun but hormis celui d'attirer l'attaquant. Donc pour ça, on va donner des noms évocateurs, par exemple un nom qui évoque la finance, des bilans de résultats, vraiment quelque chose qui va attirer l'attention de l'attaquant. Donc cette ressource-là, on va la monitorer, on va s'assurer que dès qu'elle est accédée, on sait qu'elle a été accédée, ou même visualisée, ou même déplacée. Voilà, on a vraiment toutes les informations sur cette ressource. Donc c'est quelque chose qui va être assez simple à monitorer. On a aussi des outils sous Windows qui permettent de faire ça. Et c'est assez simple à déployer également parce qu'il suffit de créer un fichier et d'y accorder un peu de temps en configuration. Donc voilà, c'est quelque chose d'assez simple à mettre en place. À quoi ça sert? Principalement, ça va permettre de détecter tout ce qui est tentative d'accès à des données sensibles. Donc par exemple, si on met un leurre de fichier juste à côté de nos fichiers sensibles, si jamais ce fichier est accédé, on saura que les autres également ont été accédés. Donc voilà, c'est quelque chose qui va permettre de détecter ça. En termes des avantages, on a la possibilité de détecter facilement un attaquant interne. Un attaquant, son but, c'est de récupérer des données ou de paralyser votre entreprise. Dans le premier cas, ça va permettre de détecter qu'il est effectivement à la recherche de données. Et enfin, ça peut détecter les ransomware. Vu qu'on monitore les changements d'état du fichier, si jamais ce fichier vient à être par exemple chiffré dans le cadre d'un crypto ransomware, on va pouvoir le voir directement et ça va permettre de détecter l'attaque en amont. En termes d'inconvénients, il va nécessiter un peu de temps pour être déployé, c'est vrai, mais c'est juste un peu de configuration à faire et ensuite c'est fait. Une fois qu'on a un modèle, c'est plus simple à déployer pour les autres. Donc voilà pour le leurre de fichier. Maintenant qu'on a vu ensemble les différents dispositifs qu'on avait à notre disposition en termes de threat deceptions, on va voir un peu un exemple de ces dispositifs en action. Le Caesar Sekigo possède un laboratoire qui nous permet de simuler un réseau classique tel qu'on pourrait le retrouver en entreprise. Donc dans ce réseau, on a 3 sous-réseaux différents. On a le réseau employé, dans lequel les employés se connectent, peuvent travailler et accéder à des services. On a le réseau IT qui met à disposition des services aux employés. Et enfin, on a le réseau administration et SOC qui nous permet de monitorer l'ensemble du réseau et aussi de le gérer. Donc voilà, on a dans ce réseau des machines qui sont des machines Windows, mais également des machines qui sont des machines Linux. Voyons maintenant un scénario d'attaque qui va permettre de montrer l'utilité des threat deceptions. Dans ce scénario, l'attaquant s'infiltre dans le bâtiment e-corp et y dépose un implant dans le réseau employé. Donc pour cela, par exemple, il débranche une imprimante et il va brancher son implant donc sur une prise Ethernet. Et une fois que c'est fait, il va pouvoir sortir de l'entreprise et prendre le contrôle à distance de son implant. Donc il pourra être chez lui et commencer par exemple à scanner le réseau. En scannant le réseau, il va par exemple découvrir d'autres ordinateurs, il va pouvoir découvrir des services auxquels ces ordinateurs ont accès. Donc je rappelle que l'implant est dans le réseau employé. Et donc il aura par exemple accès aux services qui sont mis à disposition aux employés par l'IT. Donc en faisant ça, il va scanner, il va trouver ces services, et il va pouvoir par exemple exploiter les services, c'est-à-dire trouver des vulnérabilités, et donc rebondir sur le réseau informatique IT. Une fois que c'est fait, il aura par exemple de nouveaux services qui seront disponibles que pour le réseau IT, et ainsi de suite, et il pourra arriver dans le réseau d'administration. Donc voilà, son but c'est vraiment de changer de réseau au fur et à mesure pour y découvrir par exemple des fichiers qui pourraient être sensibles, ou simplement pouvoir compromettre tout le réseau. Donc voilà, c'est le but de notre attaquant. On retrouve maintenant notre laboratoire dans lequel on a implémenté nos threat deceptions. Donc on a bien nos 3 sous-réseaux. Donc dans le premier, les employés, on a bien la présence de l'attaquant. Vous voyez le Kali, donc Kali qui est un système d'exploitation plutôt orienté sécurité offensive. On a nos 2 PC employés classiques et on retrouve enfin un honeypot qui est donc un système qui n'est pas censé être connu des employés. Et si jamais il est accédé par quelqu'un ou simplement scanné, on va avoir des informations qui vont être remontées dans notre SOC. Donc voilà pour le premier réseau. Le réseau IT, on a 3 threat deceptions qui sont implémentés. Donc le premier sur l'AD qui va être un leurre de compte. Donc si jamais ce compte est utilisé, on va savoir que l'AD par exemple a été compromis. On a enfin les services qui vont mettre en place des leurres d'identité, donc des comptes qui ne sont pas censés être utilisés par qui que ce soit, qui
qui vont permettre de découvrir si jamais il y a une intrusion sur ces services. Et enfin, on a donc un honeypot sur le système Linux qui, si jamais il est accédé également, on va avoir des logs qui vont remonter dans notre SOC. Donc voilà pour le réseau IT. Et enfin, pour l'administration et le SOC, on a donc tout en bas l'Event Collector qui va rapatrier tous les événements de nos honeypots et de nos PC qui sont sur le réseau en général. On a en haut à gauche le LK et syslog qui vont nous permettre de traiter les différents logs, les différents événements qui ont lieu sur nos systèmes. Et en haut à droite, on a donc un PC qui est le PC d'administration de l'ensemble du réseau. Voilà. Donc voilà pour notre réseau où on a mis en place des threat deceptions. De manière technique ici, on va voir comment on rapatrie les différents journaux d'événements qui sont présents sur nos machines. Donc pour les machines Windows, on va utiliser le collecteur d'événements Windows. Donc ça va être un serveur qui va venir collecter les différents journaux d'événements qui sont présents sur nos machines. Donc pour cela, on utilise le collecteur d'événements, mais également WinLogbit qui va nous permettre de transférer tout ce qui est dans le collecteur d'événements vers notre ELK qui est l'outil qui va nous permettre de traiter et de visualiser ces journaux d'événements. Et concernant les serveurs ou les PC sous Linux, on va utiliser le service rsyslog qui va nous permettre de rapatrier nos données, nos journaux d'événements sur le serveur rsyslog du même nom. Et après, on va utiliser le module Home Elasticsearch qui va nous permettre de transférer également nos résultats vers la plateforme ELK, Elasticsearch, qui nous permettra donc de traiter correctement les journaux, de pouvoir y effectuer des requêtes et de rechercher ce que l'on veut. Maintenant que l'on a évoqué les threat deceptions et le laboratoire Seazert, on va pouvoir voir ensemble comment cela fonctionne en pratique dans un environnement simulé. Donc on est maintenant dans le laboratoire Seazert Sectigo, donc sur la machine ECSOC 01. Et donc on va regarder ensemble les différentes possibilités qui ont été mises en place sur ce réseau, le réseau eCorp, pour détecter les intrusions dans le système. Donc pour ça, on va démarrer Elasticsearch. Et donc on va voir ici, en allant dans Discover, les différents logs qui proviennent donc de nos différents serveurs, de nos différentes machines. Donc pour ici, on a les logs Linux, les serveurs Linux, et ici donc on a les serveurs Windows ou les machines Windows qui rapatrient leurs logs. Vous voyez, on a beaucoup d'informations qui viennent donc s'ajouter dans cette base de données en temps réel. Donc là par exemple on peut voir sur 24 heures, mais on peut voir aussi sur un an, etc. Donc vous voyez, on a vraiment beaucoup de données. Sauf que ces données, comme ça, elles ne nous apportent pas grand chose, on n'arrive pas à les comprendre très facilement. Donc c'est pourquoi on a mis en place un dashboard. Donc comme vous pouvez le voir ici, on a un dashboard. Et on va se mettre ici sur les 15 dernières minutes. Donc ce dashboard, attendez, on va d'abord se mettre en rafraîchissement automatique. Et donc ce dashboard, il va nous permettre d'avoir une vue sur l'ensemble des threat deceptions qui ont été déployés sur notre réseau. Donc là on aura les threat deceptions concernant les honeypots, tout ce qui est détection de l'heure d'identité et de compte. Et on a aussi une vue sur tout ce qui est l'heure de fichier. Donc on va voir ensemble comment ça fonctionne. Pour ça, on va commencer par créer un utilisateur donc, dans notre domaine. Créer un nouvel utilisateur qui va être un faux administrateur. Donc imaginons qu'on ait donc un attaquant qui se soit créé un compte ou qui ait pris un compte de notre domaine, donc un compte administrateur. Là, on crée le compte. Voilà, il est prêt à être utilisé. On va l'ajouter au groupe de domaine administrateur. Et donc voilà, on est prêt à l'utiliser. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre là-dedans? On a aussi les employés. Et ce compte ici, c'est un compte, un faux utilisateur. Donc c'est un utilisateur, un leurre. Donc si ce compte est utilisé, il ne devrait pas l'être. Eh bien, on le verra apparaître, on verra apparaître des utilisations frauduleuses dans notre dashboard. Donc c'est vraiment ici le point de supervision de notre réseau de threat deception. Donc on va commencer. On va essayer par exemple de se connecter
à l'aide du compte administrateur qu'on vient de créer sur notre honeypot. Donc le honeypot qui se trouve dans le réseau employé. Pour ça, on va faire simplement une session avec PowerShell. Donc on va se connecter sur notre machine, donc sur le honeypot. À l'aide du compte. Alors. Et normalement, donc là on va s'y connecter, donc on aura un terminal sur la machine distante, mais c'est une machine qui devrait normalement ne pas être accédée, donc on a quelqu'un qui se promène sur le réseau si jamais on détecte une intrusion sur ces machines. Donc là c'est ce qui va se passer. Là on se connecte, et voilà, donc on a un shell qui apparaît sur lequel on peut naviguer. Donc voilà, on est vraiment sur le PC, et normalement on va détecter ça, donc le temps que les événements puissent arriver sur notre serveur d'administration, on va récupérer donc ici les informations. Et bien voilà, vous voyez ici, on a bien un login qui a réussi, et donc avec l'utilisateur Evil ADM. Donc vraiment on a des informations sur ce qui se passe sur nos réseaux d'Honeypot. Donc voilà, on a détecté en temps réel l'authentification. Donc voilà pour les honeypots, donc c'est une chose, mais on va aussi pouvoir détecter vraiment tout ce qui touche à ce réseau. Imaginons qu'on essaye d'y accéder de cette façon. Donc là, je me promène dessus, mais avec mon utilisateur ATH-ADM, et vous allez voir que cette interaction, même si elle n'est pas avec un terminal ou elle n'est pas directe, je vais aussi la voir apparaître ici. Donc pareil, il faut le temps que les logs se soient rapatriés. Donc voilà pour les interactions avec les honeypots. On va aussi voir qu'on peut détecter les interactions sur nos honeypots Linux. Donc là, je quitte mon terminal et j'essaie de me connecter sur le honeypot Linux qui est disponible donc sur la partie service IT. Donc imaginons qu'on ait un attaquant qui ait scanné notre réseau et qui ait découvert cette machine, il va essayer de s'y connecter. Donc là, il a essayé de se connecter, il ne s'est rien passé, parce que imaginons qu'il ait mis des mauvais identifiants, etc. Bah, toute interaction, elle va quand même être consignée et on va pouvoir la voir apparaître dans notre tableau. Donc là, on va normalement la voir apparaître dans le honeypot IT. Donc voilà pour ça, donc on attend juste que ça puisse apparaître. On a donc une détection qui a été... on a une tentative de connexion qui a été détectée plutôt. Et donc voilà, on voit vraiment tout ce qui se passe sur nos systèmes. Et donc on va aussi voir que les utilisateurs sont monitorés. Donc si jamais on veut essayer de se connecter avec le compte Darlene, qui est un compte qui est censé n'être utilisé nulle part, on va aussi pouvoir le voir. Donc on va essayer de faire ça. Hop. Ici, je vais me connecter sur une machine. Cette fois-ci avec le compte Darlene. Là, j'ai Access Denied. On va essayer également avec avec le même compte, mais sans mettre les bons identifiants. Donc là, j'ai username password is incorrect. Et bien, on va avoir toutes les informations qui vont apparaître là également. Voilà. Donc là, on voit bien que j'ai une connexion qui a été détectée sur le honeypot à l'aide du compte Darlene. Mais comme c'est un compte qui est aussi surveillé parce qu'il n'est pas censé être utilisé, donc un leurre de compte, on va le retrouver ici. Et donc, il nous reste un point à voir, qui sont les file decoys monitor, donc les leurres de fichiers.
Et donc comment ça fonctionne? On va regarder ça. Donc je vais vous montrer d'abord comment ça a été mis en place. Donc je vais me connecter à la machine distante. Donc là, je me connecte en RDP, donc en Remote Desktop, à la machine Honeypot, sur laquelle on a mis en place un dossier qui est partagé et qui est donc audité. Donc quand je dis audité, ça veut dire que chaque accès, chaque modification faite sur ce dossier va être consignée dans les journaux d'événements. Donc là, si je vais ici, on a donc l'audit qui a été mis en place. Et donc on a possibilité de configurer cette partie audit pour sauvegarder ces logs. Donc chaque accès sera consigné. Donc voilà, dans ce dossier, qu'est-ce que j'ai? J'ai un... Déjà, il a un nom particulier, il a un nom qui attire l'œil, donc finance, mais il a aussi des fichiers qui attirent l'œil. Donc là, il n'y en a qu'un seul, mais on a compte 2022, et donc à l'intérieur, il n'y a rien. Mais voilà, donc on a vraiment quelque chose qui attire l'œil. On a donc ce dossier qui est partagé. Donc si je vais ici et que voilà, que je vais dans mon... Donc ça c'est le nom de l'ordinateur. Et on voit bien que le dossier est partagé. Donc si je vais là-dedans, je retrouve bien mon fichier. Donc on va essayer d'accéder depuis un autre PC et on va voir si les tentatives d'accès sont également consignées. Donc là vous voyez, j'ai commencé à interagir avec mon dossier finance et mes fichiers finance, donc j'ai bien des informations qui apparaissent. Donc imaginons qu'on a un attaquant qui essaye qui s'est connecté sur un PC, qui essaie de monter ce dossier, de récupérer les informations. Eh bien on va pouvoir le voir apparaître également. Donc on va essayer de le faire. Donc là je vais utiliser le compte EvilAdmin. Je vais monter ça sur le disque local, le E, et le PC. Donc là, je mets le mot de passe. Et donc voilà, j'ai mon dossier finance qui est donc accessible depuis mon PC. Donc ici, il est bien monté sur le disque E. Et donc si j'y accède, donc ça sera avec l'utilisateur EvilADM. Et donc je peux aller lire, etc. les informations, elles sont accessibles. Mais par contre, elles vont apparaître ici. Toutes mes tentatives d'accès vont apparaître ici. Donc là, vous voyez, ça a changé. On voit bien que j'ai essayé de me connecter avec mon compte EvilADM. Et donc, que j'ai bien eu accès à des informations auxquelles normalement je ne devrais pas avoir accès. Et voilà, donc comme j'ai été également me connecter sur le Honeypot à chaque fois, vous voyez ici les différents comptes qui ont essayé d'y accéder. Et donc voilà pour la partie Threat Deception sur le lab et comment on peut détecter des interactions avec des mesures comme celle-ci. Vous voyez, c'est quelque chose qui est assez simple à mettre en place et qui permet donc de détecter vraiment pas mal de choses sur notre réseau. Bien sûr, ça peut être encore amélioré, il y a encore du travail à faire dessus, mais c'est une bonne base à mettre en place. Nous avons donc vu aujourd'hui les différentes possibilités qu'il existait en termes de threat deceptions et comment ces derniers pouvaient vous aider à détecter des menaces en cours sur vos systèmes d'information ou pouvaient également vous permettre de mieux comprendre les intentions des attaquants. Pour cela, on a vu différents types de threat deceptions, des systèmes d'exploitation dédiés à la découverte de ces menaces ou également des comptes mis en place pour détecter ces menaces. Donc j'espère que vous aurez la possibilité d'expérimenter ça sur vos systèmes. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter directement. Je vous souhaite une bonne journée et je vous remercie pour votre attention.